Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 26 juillet 2018, voici la une du journal. Lutte contre la malgouvernance dans les finances publiques, la loi du 11 juillet et ses textes d'application comme boussole gouvernementale, les prescriptions du Conseil de cabinet de ce jeudi sont en tête du journal. Lutte contre l'urbanisation anarchique à l'origine des glissements de terrain mortels à Limbé. Les autorités en ordre de bataille là-bas pendant que le recasement des sinistrés s'organise. Lutte contre les violences faites aux femmes dans la région du Nord-Ouest. Le phénomène en nette aggravation dans le contexte de la crise sociopolitique en cours. Nous verrons cela dans les foyers sur place à Bamenda. Voilà pour les titres. Le gouvernement de la République s'approprie les nouvelles lois dans le secteur des finances et des marchés publics. Le conseil de cabinet présidé ce jeudi par le Premier ministre Philemon Yang était consacré, comme la session précédente, aux questions de transparence et de gouvernance dans les finances publiques, et ce, conformément à la loi du 11 juillet 2018. Des innovations exposées par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, les débats qui ont également porté sur les exigences imposées par le nouveau Code des marchés publics, expliqué par le ministre Abassado. Le reportage à l'immeuble Étoile, Jean-Pierre Nzana. Dès janvier 2019, un ensemble de principes devront s'appliquer dans la gestion des finances publiques au Cameroun. Des principes regroupés en 5 piliers qui ont tous trait à la transparence et à la bonne gouvernance dans le secteur. Le ministre des Finances, qui a exposé sur le sujet au conseil de cabinet que présidait le Premier ministre chef du gouvernement, a illustré son propos en prenant pour exemple le budget. Le budget, c'est une autorisation que le Parlement fait. Le Parlement autorise le gouvernement, les pouvoirs publics, a dit voilà les ressources que je mets à votre disposition et vous devez les utiliser de la manière la plus efficiente. Et maintenant, la redevabilité, c'est que le gouvernement doit donc dire au Parlement comment il les utilise. Autre exigence posée par la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance dans les finances publiques, tout comme la loi portant nouveau régime financier de l'État, l'intégrité des acteurs. Ainsi, tout agent public ou élu du peuple impliqué dans la chaîne de la dépense est désormais astreint à l'obligation de déclaration du patrimoine, tant en début qu'en fin de mandat ou de fonction. Directive du chef du gouvernement au ministre des Finances, lui soumettre dans les meilleurs délais les textes d'application de ces deux lois. S'agissant des marchés publics, l'une des grandes innovations portées par le nouveau code réside dans la responsabilisation des maîtres d'ouvrage. Désormais, les maîtres d'ouvrage passent tous leurs marchés sans seuil, sous réserve que certains seuils de marchés élevés vont faire l'objet d'une revue, mais en dehors de cette revue qui veut que les commissions centrales donnent un avis favorable ou non sur les marchés importants. En dehors de ces réserves-là, les maîtres d'ouvrage passent désormais tous leurs marchés. À lui, le Premier ministre a prescrit l'élaboration des textes particuliers en rapport avec le nouveau code et surtout le renforcement des capacités des maîtres d'ouvrage. L'objectif en étant d'avoir au Cameroun un système des marchés publics toujours plus performant pour le plus grand bien des populations. À l'issue de ce conseil de cabinet, le secrétaire général des services du Premier ministre a signé un communiqué qui résume les deux exposés du jour. Celui du ministre des Finances, on vient de l'entendre, sur les implications de la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Et le second sur les changements induits par le nouveau code des marchés publics qui était présenté par le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, Abassado. Au ministre des Finances, le Premier ministre, chef du gouvernement, a prescrit l'élaboration rapide des textes d'application de cette loi et au ministre des marchés publics, le renforcement des capacités des maîtres d'ouvrage, désormais autorité contractante pour les marchés publics au Cameroun. Et restons à l'immeuble Étoile. Immédiatement après ce conseil de cabinet,
Le Premier ministre chef du gouvernement a échangé avec 2 diplomates. D'abord avec le vice-ministre parlementaire japonais en charge de l'économie et du commerce et de l'industrie, Nasaki Oguchi, et puis avec l'ambassadeur d'Espagne, son Excellence Jorge de Urrueta, en fin de séjour au Cameroun, est allé faire ses adieux au Premier ministre. La synthèse de ces audiences avec Laurentine Bokono. Premier à franchir le cabinet du Premier ministre, Masaki Oguchi, vice-ministre nippon parlementaire, chargé de l'économie, du commerce et de l'industrie. Il est venu solliciter l'appui du Cameroun pour la candidature du Japon relative à l'organisation de l'exposition universelle 2025 dans les villes japonaises d'Osaka et Kansai. Une exposition d'envergure mondiale en vue de résoudre de grands problèmes tels que la pauvreté, la famine et la mise en valeur des richesses culturelles. Ultime audience de la journée, celle accordée à l'ambassadeur d'Espagne au Cameroun, Jorge de Urrueta P. Martin. Après 3 années passées dans notre pays, le diplomate espagnol est arrivé en fin de séjour. De son pays d'accueil, Jorge Urrueta dit du bien. Dès que je suis arrivé, il y a eu un intérêt croissant des entreprises espagnoles au Cameroun, parce que d'une certaine façon, elles sont en train de se rendre compte des capacités énormes, des possibilités énormes pour le futur qu'a ce pays, qui est un pays équilibré, qui a des ressources de tout genre. Et du point de vue culturel, j'aurais dû dire que je suis très content parce qu'on a réouvert le centre culturel espagnol. La coopération entre le Cameroun et l'Espagne reste fructueuse. Sur le plan footballistique, l'Espagne a permis l'éclosion de certains talents camerounais. À cela s'ajoute la construction d'une école de pêche à Limbé dans la région du sud-ouest et l'aménagement du lac municipal à Yaoundé dans la région du centre. Par ailleurs, l'espagnol est enseigné comme 2e langue dans les lycées et collèges du Cameroun. Jorge Urrueta quitte donc Yaoundé pour le Chili en Amérique du Sud, où il va désormais servir son pays en qualité d'ambassadeur plénipotentiaire. Le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang, qui va présider demain vendredi dès 15h la cérémonie de remise des médailles au personnel de ses services. C'est au titre de la promotion du 20 mai 2018. Cette cérémonie aura lieu à l'esplanade de l'immeuble Étoile. Heure limite d'arrivée 15h30. C'est signé par le directeur du cabinet, Paul Mingo Gogomo. Le ministère de la Défense va assurer la sécurité sur le barrage de Nachtigal depuis le lancement de ce chantier cette année jusqu'à l'exploitation de l'ouvrage. Une convention sur ce projet de sécurisation était signée ce jeudi par le ministre de la Défense, Joseph Betia-Somon, et par Olivier Flambard, le directeur général de la Nachtigal Hydropower Company. D'autres précisions sur cette convention avec Pierre Evenbe. L'année 2018 verra le début de la construction du barrage et de l'usine hydroélectrique sur le fleuve Sanaga, précisément au niveau des chutes de Nachtigal amont. Il s'agit là d'un projet structurant qui va générer d'importants afflux sociaux et par conséquent des risques de sécurité. D'où la nécessité de la prévention et surtout de la maîtrise des dits risques. La convention de partenariat entre le ministère de la Défense et la NHPC, la Nachtigal Hydropower Company, chargée du dit projet, vise la sécurisation du site de l'aménagement hydroélectrique de Nachtigal amont, de la ligne Nachtigal-Niom 2 et de la cité d'exploitation de NHPC à Batinga dans la région du centre. Les 2 parties ont ainsi pris des engagements pour une sérénité sans faille dans la réussite du projet. Les forces de défense et de sécurité, résolument engagées dans la protection du triangle national contre divers périls et menaces, exécuteront cette activité qui s'inscrit du reste dans leur mission fondamentale. Le projet Nachtigal amont qui devra être lancé cette année avec une mise en service opérationnelle échelonnée à partir de 2022 d'une puissance de 420 MW couvrira 30% des besoins énergétiques du pays.
Pour revenir au conseil de cabinet de ce jeudi, dans les divers de ces débats, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a également fait le point de la situation en ce moment même sur l'axe Aidé à Douala, au lendemain de la rupture des 3 bus au lieu dit Pont Bokom Kojofar, c'est non loin de la ville de Douala, conséquence des pluies torrentielles enregistrées ces dernières 72 heures au Cameroun. Je vous propose d'entendre ici le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, au sortir de ce conseil de cabinet de ce jeudi. Nous venons de prescrire le recours aux préfabriqués, c'est-à-dire aux dalles préfabriquées. Cette batterie de pluie s'est effondrée sous l'effet conjugué des pluies diluviennes, mais aussi de l'âge. Le processus de remplacement a été engagé, mais il n'est pas allé aussi vite parce qu'il y avait encore une canalisation qu'il fallait déplacer. Bon, heureusement, la canalisation a été déplacée, alors les actions vont aller un peu plus vite. Nous allons utiliser les éléments préfabriqués et puis l'ouverture à la circulation va se faire aussi très rapidement dès lors qu'un élément provisoire a été mis en place. Le ministre des Travaux publics qui a rappelé la construction en cours des 417 dallos et autres ponceaux sur cet axe Yaoundé-Douala, soulignant que la voie de contournement en cours d'aménagement devrait permettre de fluidifier le trafic. Et de fait, selon nos correspondants sur place à Douala, des équipes travaillent sans relâche jour et nuit sur ce site à l'entrée de la capitale économique où nous retrouvons Léon Bertrand Tanefo. Bonsoir Léon Bertrand, quelle est ce soir la situation sur le terrain là-bas? Deux jours de fortes précipitations, embouteillage monstre, Douala a les pieds dans l'eau. On se croit dans un film avec comme acteur principal d'un pluie qui s'est abattu sur la ville et dont les eaux cherchent le bon canal. C'est la conséquence des constructions anarchiques dans des zones à risque. Les populations sinistrées n'ont plus que leurs yeux pour constater les dégâts et leur matière grise pour trouver des moyens de braver la montée des eaux afin de vaquer à leurs occupations. Le torrent qui a divisé la route en deux depuis 2 heures du matin que la pluie tombe. On ne peut pas passer pour aller au travail, nous sommes bloqués. Je ne sais pas ce que je vais dire à mon directeur, je devais aller au chantier. Jusqu'à présent, je suis au niveau de Carrefour Cité, je suis bloqué là. Et c'est le quartier Cité des Palmiers qui paye le prix fort des dégâts. Axe routier inondé, la circulation est perturbée. Naissent alors des nouveaux moyens de locomotion, de véritables engins humains. Nous sommes obligés de mettre un pont et les transporter pour le mettre de l'autre côté de la rive. Ils nous payent pour traverser 100, 200, 300, n'importe combien. On les porte sur le dos pour traverser la rive. Après la pluie, c'est le beau temps, a-t-on coutume de dire. Mais à Douala, ces pluies offrent plutôt des nuits sans sommeil aux populations. Et nous allons maintenant dans la région du sud-ouest, à Limbe précisément, la ville qui se remet progressivement des émotions causées par les inondations et les glissements de terrain de ces dernières 72 heures. Ces glissements de terrain qui ont provoqué le décès de 4 personnes dans cette ville. Les autorités attribuent cet accident au non-respect des normes en matière d'urbanisation. Le gouverneur Bernard Okalia-Bilaï annonce maintenant l'aménagement des sites de recasement pour les familles sinistrées. Nous faisons le point sur place avec Roger Samaki Poro à Limbe. Les pouvoirs publics et les riverains s'activent afin de retrouver 3 ou 4 autres disparus. L'axe Limbe-Manawobe, qui avait été bloqué suite à un autre éboulement, a d'ores et déjà été dégagé. C'est au lieu dit Mangahil, situé dans le 3e arrondissement de Limbe, que le drame s'est produit aux premières heures de la matinée de mardi. Dans ce double glissement de terrain venu du sommet d'une colline, plusieurs habitants ont été avalés par la boue. Ce matin, parce que la maison de notre ami a d'abord cassé. Donc il y a un billet qui est son voisin qui a le secourir. Donc la thèse est couverte à 4. Donc lui, une fille qui est venue passer les vacances avec son deuxième enfant qui a 2 ans avec le billet. Après, on était là-bas en train de travailler. La thèse s'est coupée pour la 2e fois. On était plus de 20. Bon, beaucoup ont fui. Les autres qui n'ont pas pu fuir. C'est là où la thèse est couverte.
10 blessés arrachés aux décombres reçoivent des soins appropriés à l'hôpital régional de Limbé. Le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay, s'est rendu sur le site pour apprécier la situation et réconforter les sinistrés. À l'endroit des sinistrés, c'est d'abord toutes les condoléances de l'administration du gouvernement et ceux qui sont encore là, que sous la conduite des autorités locales, du délégué du gouvernement, de ses maires et du préfet, qu'ils libèrent d'abord cet espace. Ajoutons que les pluies diluviennes survenues ces jours derniers ont causé de graves inondations dans une partie de la ville balnéaire. En politique, le sénateur Marie-Claire Mwampea et les forces vives de la Bumba Ngoko dans la région de l'Est disent leur gratitude au chef de l'État Paul Biya pour son oui à leur appel à candidature. La tournée parlementaire du sénateur dans les 4 arrondissements de sa circonscription s'est muée en meeting de soutien à la candidature du président de la République. Retrouvons sur place Georges Alain Eyango. Du simple sympathisant au chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans la Bumba Ngoko, en passant par les militantes et militants, élus du peuple, chefs traditionnels, autorités administratives et élites, ils étaient nombreux, les filles et fils de la Bumba Ngoko, à se retrouver à la place des fêtes de Yokadouma, à l'appel de Madame Marie-Claire Mwampea Mbio, sénateur titulaire RDPC élu et membre du Parlement panafricain. Quand on est heureux, on doit le manifester. J'avais suivi tout à l'heure tous ces fils et toutes ces filles de la Bumba Ngoko qui ont été honorés par le chef de l'État. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas appeler les populations à rester toujours derrière lui et à voter pour lui? C'est le meilleur choix pour nous de la Bumba Ngoko, pour nous de l'Est et pour le Cameroun. Les actes de sollicitude de Paul Biya à l'endroit de la Bumba Ngoko sont nombreux. Maintenant que répondant favorablement à l'appel des populations, il a posé sa candidature à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, l'ascenseur doit lui être retourné. En présence de Valérie Norbert Kwela, préfet du département de la Bumba Ngoko, la base militante et la hiérarchie du parti en ont pris l'engagement. À l'heure actuelle, aucun membre du RDPC, aucun responsable du RDPC n'a de sommeil. Donc il faudrait qu'on mobilise en permanence les troupes pour affronter cette grande échéance. C'est l'occasion de mobiliser toutes les troupes pour qu'aucune voix ne manque à l'appel. C'est à travers une marche fort animée à travers la ville de Yokadouma qu'un terme a été mis à ce meeting de remerciements et d'engagement militant. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, vient de boucler sa tournée politique dans la région du Nord. Lors d'un ultime meeting, Maurice Kamto a demandé aux populations en général et aux militants du MRC en particulier de lui donner l'opportunité de changer le Cameroun dans la paix et l'unité. Le 7 octobre, Ousmane Oussanda, à Garoua. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun était porteur de 2 principaux messages. D'abord, le professeur Maurice Kamto est venu dire aux populations en général et à ses militants en particulier de ne pas avoir peur d'adhérer à son parti reconnu par la loi. Ensuite, le président du MRC a invité ses militants à lui donner l'opportunité de changer le Cameroun dans la paix le 7 octobre prochain. Pour ce faire, le candidat du MRC à la présidentielle de 2018 compte sur l'électorat jeune, la jeunesse à qui il a promis sortir du chômage. Pour le professeur Maurice Kamto, vu la présence de son parti sur le terrain, le rêve est permis. J'ai trouvé un parti, un MRC, organisé et effectivement présent sur le terrain. Cela me rassure. Quand vous voyez un militant en pagne du parti, qui l'a acheté, dans quelle commune reculée, vous savez que le parti est présent. Ça montre qu'il y a un vrai maillage du territoire par le MRC. C'est ça qui nous galvanise et nous conforte dans l'idée que le parti est effectivement en ordre de bataille pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Le professeur Maurice Kamto quitte la région du Nord en demandant à ses militants d'être prêts à surmonter de nouvelles épreuves jusqu'à la victoire finale. Parce que pour le président du MRC, il n'y a pas de grande victoire sans souffrance.
Tout à fait autre chose dans le journal pour parler de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite du bois au Cameroun. Le service d'appui aux initiatives locales de développement tenait ce jeudi un atelier à la Chambre d'agriculture à Yaoundé, un atelier pour le lancement de la deuxième phase du projet dit de vérification de la légalité des forêts communautaires. L'intérêt de cette rencontre dans ce reportage de Laetitia Onana, stagiaire. L'exploitation et le commerce illégal du bois au Cameroun demeurent une préoccupation. Pour amener l'orthodoxie dans le secteur, le service d'appui aux initiatives locales de développement, appuyé par le ministère des Forêts et de la Faune, propose ce projet. Ce projet vise à mettre à niveau des forêts communautaires la légalité et à la traçabilité du bois. Il s'agira tout au long du projet d'accompagner les forêts communautaires. Le projet va aussi faciliter le partenariat entre les gestionnaires des forêts communautaires et les demandeurs de la ressource bois. Nous pensons que c'est normal que ce système vienne puisque les APV FLEC nous obligent à joindre ce système pour pouvoir placer nos bois dans un proche avenir sur le marché local et même sur l'international. 5 forêts communautaires du Fugirfork vont bénéficier du présent projet financé par le programme FAO Union européenne. Beaucoup d'émotions ce jeudi à la cérémonie de levée de corps de son Excellence Vincent Badji. L'ambassadeur du Sénégal en fin de séjour est décédé le 22 juillet dernier, ici à Yaoundé. À l'hôpital général de Yaoundé, de nombreux membres du gouvernement, des chefs de mission diplomatiques accrédités à Yaoundé et une forte présence de la communauté sénégalaise. Le reportage, Laurentine Bekono. Hôpital général de Yaoundé, ce 26 juillet 2018, grand moment de tristesse et d'émotion. La grande famille diplomatique et la foule impressionnante de la communauté sénégalaise, des membres du gouvernement, amis et connaissances, font leurs adieux à un éminent diplomate et ami du Cameroun. Un homme humble, ouvert, prêt à discuter avec tout le monde. Et avant de prendre quelques décisions que ce soit, il était prêt à discuter de tout et de rien. Vincent Badji se retire de la scène. Derrière lui, il laisse l'image d'un homme d'action et de devoir qui aura contribué de manière significative à la consolidation, la diversification et la promotion des liens anciens et fraternels qui unissent nos deux peuples. Je suis très ému de me rendre compte que l'IAI Cameroun est la dernière institution qu'il a visitée avant sa mort. Il y a seulement quelques jours, il était à l'IAI dans le but justement de venir s'approprier des recettes de la réussite de l'opération 100 000 femmes et MIGEF 2035 pour pouvoir implémenter cette même réussite dans son pays, le Sénégal. L'homme qui devait servir son pays au Saint-Siège en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire a pris la direction de la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé avant d'entamer son ultime voyage au Sénégal, son pays natal. Nécrologie encore, il y avait des honneurs militaires rendus en mémoire du gardien de la paix de premier grade, Daouda Kada. Il est mort en service commandé le 18 juillet à Woum, dans la région du Nord-Ouest. Une cérémonie présidée à l'école supérieure de police par le délégué général Martin Bargangele. Le reportage, Philippe Roger Sama. Le cérémonial était presque parfait pour ces instants de déférence à un vaillant élément de la police nationale. Assassiné le 18 juillet dernier à Woum, dans la région du Nord-Ouest, par les terroristes sécessionnistes, la procession funèbre du gardien de la paix de premier grade, Daouda Kada, fait planer une atmosphère de tristesse sur la place des cérémonies de l'école supérieure de police. Ces honneurs militaires sont placés sous la présidence du délégué général Martin Bargangele, en présence du staff stratégique et opérationnel de la Sûreté nationale. Mort en service commandé à l'âge de 26 ans, la reconnaissance de la nation lui est témoignée. Au nom du président de la République, le patron de la police lui décerne la médaille de la vaillance à titre posthume avec citation à l'ordre de la Sûreté nationale.
La sonnerie aux morts couronne la cérémonie. Elle retentit comme un hymne d'hommage au sacrifice suprême du défunt. Le gardien de la paix, Daouda Kada, a servi dans la police pendant 12 mois, 19 jours, au sein du groupement spécial d'opération, où sa courte carrière a brillé le temps d'un instant comme un rayon de soleil. Un artiste a également tiré sa révérence. Jean-Jacques Madiba, technicien baptisé Doigt d'or de la radio au Cameroun, entame le voyage, le dernier pour l'éternité. Décédé il y a 2 semaines, ce virtuose du son sera inhumé ce prochain week-end à Douala. L'évocation de la vie d'un professionnel d'exception avec Serge Pout. Décembre 2017, pour les besoins d'un documentaire sur l'histoire de la radio au Cameroun, une équipe de reportage descendue à Douala sollicite l'éclairage de Jean-Jacques Madiba. Le patriarche ramène les fins limiers au lieu-dit TZF, berceau de la radio, et à l'occasion, il feuillette son carnet mental. Le premier signal partait d'ici, et c'est ici qu'il y avait les émetteurs. Et puis c'était des signaux militaires. Vous comprenez, à l'époque, c'est Brazzaville qui dirigeait tout ça là. Et c'est ici qu'il y avait le metteur de 20 kW de onde moyenne. Une moyenne à l'époque. Je crois que c'est l'autre bâtiment où il y avait le 100 kW onde courte. Ouais, ici, il y avait un peu. Là, il y avait un petit émetteur de 1 kW. Jean-Jacques Madiba, c'était la mémoire de la radio. Recruté en 1959 à la Sorafom, la société de radiodiffusion de la France d'outre-mer, dévancière de Radio Cameroun. L'indicatif, c'était Alouette, Gentil Alouette. Pour reconnaître la station, dans les années 50, Alouette, Gentil Alouette, Alouette, je te plumerai. Il aura contribué par sa dextérité à donner couleur et voix à la radio, d'abord à Douala, Yaoundé et dans quelques stations provinciales. Dans le registre de ses états de service, on peut citer comme expérience prime sautière l'enregistrement des premiers albums des Bolletins et quelques séances avec Manu Dibango. Ils étaient trois. Il y avait lui qui jouait le xylophone, il y avait un qui était batteur et l'autre qui était guitariste. Donc le trio est venu, alors il s'est arrêté chez son père, au bureau de son père. Et le père nous a présenté son fils. C'est ce jour-là que je l'ai connu. Et immédiatement, je lui ai proposé spontanément, bon, s'il peut passer, s'il peut se faire enregistrer. Il a dit pourquoi pas. En début 2018, son épouse et compagne de longue date décède, une disparition qui l'aura affaibli jusqu'à son dernier râle. Le jeudi des régions pour questionner ce soir la récurrence des violences basées sur le genre dans la région du Nord-Ouest. La situation s'est progressivement dégradée avec la crise sociopolitique en cours. Les femmes principales victimes de ces violences peinent à rompre le silence, ce qui ne facilite pas la prise en charge de ces cas par le gouvernement et par les ONG engagées dans le combat contre ces violences. Les constats sur place à Bamenda avec Victorine Beguel. Si l'on s'en tient aux déclarations des responsables en charge de la promotion de la femme et de la famille dans le Nord-Ouest, la plupart des mariés et puis les femmes veuves, les cas de mariage forcé. À côté de ces cas, il existe aussi les violences morales et économiques, mais à des proportions réduites. Et c'est la gente féminine qui paie le lourd tribut du fait du poids des cultures et traditions. Nord-Ouest, c'est une communauté qui aime garder sa tradition. Et il y a certaines de ces traditions qui ont des conséquences négatives. Cette question de domination, que l'homme est toujours celui qui tient les porte-monnaies, qui décide combien on va gérer, c'est lui qui prend les décisions. Il y a certains hommes qui croient qu'il doit hériter aussi les veuves. Aussi, de nombreuses victimes gardent le silence et les efforts engagés dans le plaidoyer ne portent pas de fruits. Les dégâts ici sont évalués à plusieurs niveaux. On peut voir les conséquences au niveau individuel, au niveau familial, au niveau dans les communautés entières et même dans le niveau de l'État.
Il y a les conséquences psychologiques, parce que quand la femme subit des violences basées sur le genre, elle est mentalement dérangée. Et il y a l'aspect de violence physique, elle peut subir des blessures qui vont nécessiter un traitement au niveau de l'hôpital. A noter qu'avec la situation socio-économique en cours dans la région du Nord-Ouest, le nombre de cas de violence basés sur le genre a connu une nette augmentation. Face à cette situation, les actions conjuguées du gouvernement et les partenaires sont menées pour réduire, voire éradiquer les violences faites aux femmes dans la région du Nord-Ouest. On vient de l'entendre, face à la recrudescence de ces phénomènes, pouvoirs publics et société civile s'accordent maintenant pour intensifier la lutte contre ces violences basées sur le genre dans la région du Nord-Ouest. Des campagnes de sensibilisation encouragent les dénonciations et autres poursuites pénales contre les agresseurs présumés. Le combat s'élargit et s'intensifie donc dans le Nord-Ouest, comme le relève Augustin Guizana. C'est une synergie d'actions pouvoirs publics et privés qui constitue le rempart aux violences basées sur le genre dans le Nord-Ouest. Le gouvernement a organisé la riposte en aval et en amont, surtout face à la recrudescence de ce phénomène lié à la situation sociopolitique actuelle. Nous avions créé cette plateforme régionale de lutte contre la violence basée sur le genre. Et dans cette plateforme, il y a les travailleurs sociaux, il y a le ministère de la Santé publique, il y a les services du procureur qui sont représentés dans la plateforme, et puis il y a les services de la sécurité. Pour réduire à leur plus simple expression les violences à l'égard des femmes et des hommes, les organisations non gouvernementales ont dû rallier la cause. À l'heure du bilan, elles expriment le satisfecit. On a réussi de convaincre les autorités municipales d'ajuster et augmenter leur budget pour l'inclusion sociale. Il s'agit maintenant de beaucoup plus de moyens qui est alloué pour les filles pour aller à l'école et aussi pour les femmes qui sont dans des conditions difficiles. Là où les poches de résistance existent, les médias sont mis à contribution. Leur capacitation en matière de sensibilisation, comme c'est le cas ici à Bamenda, a permis d'avoir des résultats probants. On a créé le programme pour bien éduquer la population de Ndonga Mantoum concernant la violence et la lutte contre la violence contre les filles et les femmes. Et parfois les gens appellent les radios pour expliquer comment ça se passe entre eux. Résultat des courses, les victimes de violences basées sur les genres dans la région du Nord-Ouest bénéficient d'un accompagnement psychosocial. On n'a pas de l'argent à donner à une victime, mais on les appuie avec l'appui psychosocial. C'est-à-dire que quand il y a des cas, on fait du counseling, on réétablit l'estime du victime. Mais il faut l'avouer, la lutte contre les violences basées sur le genre reste un combat de longue haleine dans le Nord-Ouest. Direction la région du Nord pour parler de la tristesse dans les ménages. Les ménages tristes à cause de la raréfaction du poisson sur les étals des marchés, une situation expliquée en partie par ce qu'on appelle là-bas le repos biologique observé en ce moment même sur la retenue d'eau de l'Agdo. Explication de ce phénomène avec Clavers par Pascal Ndanga à Garoua. Marché de poissons de Garoua, l'affluence habituelle observée ici a cédé place à une ambiance morose. Sur les étals, le poisson se fait de plus en plus rare. On se réveille à 5 heures, on vient, on ne trouve pas. Voilà que je fais 2 tours maintenant. C'est le poisson que je suis en train d'attendre comme ça. La faible quantité disponible se vend à prix d'or. Le poisson est devenu trop cher. Un poisson qu'on achetait avant à 3 500, maintenant c'est 4 000. Un poisson qu'on achetait à 2 500 avant, maintenant c'est 3 000. Donc ils ont augmenté le prix. Quand tu augmentes le prix chez le client, il se plaint. Donc on ne sait pas comment on va faire. Une véritable mer à boire pour les consommateurs qui subissent la hausse des prix depuis l'instauration du repos biologique sur la retenue d'eau de l'Agdo. Il n'y a pas de gros poissons comme avant. Et les poissons sont toujours rares maintenant. Et c'est très cher. On mangeait autour de 1500 par personne, par poisson, mais aujourd'hui on m'a taxé 2500. Donc probablement ce n'est pas de leur faute, c'est dû à la rareté de poissons sur le marché. Le repos biologique qui dure 3 mois est une mesure régionale qui vise à favoriser la reproduction des espèces halieutiques.
Je signale dans la suite du journal et avant la page des sports ce télégramme officiel de félicitations adressé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, à son Excellence George Weah, président de la République du Libéria à Monrovia. C'est à l'occasion de la fête nationale de ce pays, ce 26 juillet 2018. Les 27e championnats nationaux d'athlétisme se sont achevés hier mercredi. Les championnats nationaux donc au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Si cette compétition n'a pas enregistré des records nationaux, les athlètes ont tout de même réalisé leur meilleure performance et c'est de bon augure pour les prochains championnats d'Afrique. Ce sera au Nigeria dès le mois prochain. Wilfried Koto. La femme la plus rapide, Germaine Abeslo-Bivina, championne au 100 et 200 mètres. J'espérais courir sous les 11 secondes de 7 avec un départ loupé. J'ai failli arrêter, mais quand on est en compétition, on n'abandonne jamais. L'homme le plus rapide, Emmanuel Esseni, roi des 100 et 200 mètres. C'était pas facile, nous avons des concurrents comme Jean Tassisus, Lélé et Maxime et tous d'autres concurrents qui sont champions aussi. Et ça n'a pas été une petite course. On a dû fournir beaucoup d'efforts pour arriver là où nous sommes. Le recordman national du 400 mètres, Sidiki Tendap, fait honneur à son statut en se classant premier de cette discipline. Le demi-fond est dominé par Evele Dinzi en messieurs et Stéphanie Ngele-Fakandam. Pas de record enregistré, mais il y a eu des personal best, c'est-à-dire que des athlètes ont pu réaliser leur meilleure performance. Le bilan, il est élogieux parce que déjà nous avions des athlètes qui montaient et qui frappaient déjà la porte de titre de champion. Et pour la plupart, ils l'ont fait. Et de deux, c'est les performances réalisées par ces enfants-là, les performances qui vont crescendo et qui nous donnent des espoirs par rapport aux chances de médaille au championnat d'Afrique à Saba. La saison s'achève sur la scène nationale, mais va se poursuivre sur la scène internationale au mois d'août prochain. 22 athlètes ont été retenus pour défendre les couleurs du Cameroun au championnat d'Afrique à Saba, au Nigeria. Des nouvelles sportives qui mettent un terme à ce 20h30. On retient essentiellement la lutte contre la malgouvernance dans les finances publiques au Cameroun, intensifiée avec la loi du 11 juillet et ses textes d'application attendus. C'est là la boussole gouvernementale et la prescription du Premier ministre au Conseil de cabinet de ce jeudi. La lutte contre l'urbanisation anarchique, décriée comme cause des glissements de terrain mortels à Limbé. Les autorités sont en ordre de bataille pendant que les recasements des sinistrés s'organisent. La lutte également qui s'intensifie contre les violences faites aux femmes dans la région du Nord-Ouest. Le phénomène est en nette aggravation dans le contexte de la crise sociopolitique en cours. On l'a vu dans le dossier de ce journal. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Agnès Solange Abesolo. D'autres informations, ce sera le minuit en compagnie de Jean-Cyriac Bessé et de Patricia Leba-Moutoukson sur cette antenne. Retrouvez immédiatement après ce journal Espace politique. Et pour les éditions du 20h30 du week-end, dès demain, vous serez en compagnie de Lucrèce Modunjemba. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site www.crtv.cm. Très bon week-end d'avance et à lundi 20h30. Sous le patronage des ministères des Sports et de l'Éducation physique, des Arts, de la Culture et du ministère de la Communication, sous la présidence du délégué du gouvernement auprès de la communauté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 26 juillet 2018, voici la une du journal. Lutte contre la malgouvernance dans les finances publiques, la loi du 11 juillet et ses textes d'application comme boussole gouvernementale, les prescriptions du Conseil de cabinet de ce jeudi sont en tête du journal.
Lutte contre l'urbanisation anarchique à l'origine des glissements de terrain mortels à Limbé. Les autorités en ordre de bataille là-bas pendant que le recasement des sinistrés s'organise. Lutte contre les violences faites aux femmes dans la région du Nord-Ouest. Le phénomène en nette aggravation dans le contexte de la crise sociopolitique en cours. Nous verrons cela dans les foyers sur place à Bamenda. Voilà pour les titres. Le gouvernement de la République s'approprie les nouvelles lois dans le secteur des finances et des marchés publics. Le conseil de cabinet présidé ce jeudi par le Premier ministre Philemon Yang était consacré, comme la session précédente, aux questions de transparence et de gouvernance dans les finances publiques, et ce, conformément à la loi du 11 juillet 2018. Des innovations exposées par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, les débats qui ont également porté sur les exigences imposées par le nouveau Code des marchés publics, expliqué par le ministre Abassado. Le reportage à l'immeuble Étoile, Jean-Pierre Nzana. Dès janvier 2019, un ensemble de principes devront s'appliquer dans la gestion des finances publiques au Cameroun. Des principes regroupés en 5 piliers qui ont tous trait à la transparence et à la bonne gouvernance dans le secteur. Le ministre des Finances, qui a exposé sur le sujet au conseil de cabinet que présidait le Premier ministre chef du gouvernement, a illustré son propos en prenant pour exemple le budget. Le budget, c'est une autorisation que le Parlement fait. Le Parlement autorise le gouvernement, les pouvoirs publics, a dit voilà les ressources que je mets à votre disposition et vous devez les utiliser de la manière la plus efficiente. Et maintenant, la redevabilité, c'est que le gouvernement doit donc dire au Parlement comment il les utilise. Autre exigence posée par la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance dans les finances publiques, tout comme la loi portant nouveau régime financier de l'État, l'intégrité des acteurs. Ainsi, tout agent public ou élu du peuple impliqué dans la chaîne de la dépense est désormais astreint à l'obligation de déclaration du patrimoine, tant en début qu'en fin de mandat ou de fonction. Directive du chef du gouvernement au ministre des Finances, lui soumettre dans les meilleurs délais les textes d'application de ces deux lois. S'agissant des marchés publics, l'une des grandes innovations portées par le nouveau code réside dans la responsabilisation des maîtres d'ouvrage. Désormais, les maîtres d'ouvrage passent tout leur marché sans seuil, sous réserve que certains seuils de marché élevés vont faire l'objet d'une revue, mais en dehors de cette revue qui veut que les commissions centrales donnent un avis favorable ou non sur les marchés importants. En dehors de ces réserves-là, les maîtres d'ouvrage passent désormais tout leur marché. À lui, le Premier ministre a prescrit l'élaboration des textes particuliers en rapport avec le nouveau code et surtout le renforcement des capacités des maîtres d'ouvrage. L'objectif en étant d'avoir au Cameroun un système des marchés publics toujours plus performant pour le plus grand bien des populations. À l'issue de ce conseil de cabinet, le secrétaire général des services du Premier ministre a signé un communiqué qui résume les deux exposés du jour. Celui du ministre des Finances, on vient de l'entendre, sur les implications de la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Et le second sur les changements induits par le nouveau code des marchés publics qui était présenté par le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, Abassado. Au ministre des Finances, le Premier ministre, chef du gouvernement, a prescrit l'élaboration rapide des textes d'application de cette loi et au ministre des marchés publics, le renforcement des capacités des maîtres d'ouvrage, désormais autorité contractante pour les marchés publics au Cameroun. Et restons à l'immeuble Étoile. Immédiatement après ce conseil de cabinet, le Premier ministre chef du gouvernement a échangé avec deux diplomates. D'abord avec le vice-ministre parlementaire japonais en charge de l'économie et du commerce et de l'industrie, Nasaki Oguchi, et puis avec l'ambassadeur d'Espagne, son Excellence Jorge de Urueta, en fin de séjour au Cameroun, est allé faire ses adieux au Premier ministre. La synthèse de ces audiences avec Laurentine Bokono.
Premier à franchir le cabinet du Premier ministre, Masaki Oguchi, vice-ministre nippon parlementaire, chargé de l'économie, du commerce et de l'industrie. Il est venu solliciter l'appui du Cameroun pour la candidature du Japon relative à l'organisation de l'exposition universelle 2025 dans les villes japonaises d'Osaka et Kansai. Une exposition d'envergure mondiale en vue de résoudre de grands problèmes tels que la pauvreté, la famine et la mise en valeur des richesses culturelles. Ultime audience de la journée, celle accordée à l'ambassadeur d'Espagne au Cameroun, Jorge de Orrieta P. Martin. Après 3 années passées dans notre pays, le diplomate espagnol est arrivé en fin de séjour. De son pays d'accueil, Jorge Orrieta dit du bien. Dès que je suis arrivé, il y a eu un intérêt croissant des entreprises espagnoles au Cameroun, parce que d'une certaine façon, elles sont en train de se rendre compte des capacités énormes, des possibilités énormes pour le futur qu'a ce pays, qui est un pays équilibré, qui a des ressources de tout genre. Et du point de vue culturel, j'aurais dû dire que je suis très content parce qu'on a réouvert le centre culturel espagnol. La coopération entre le Cameroun et l'Espagne reste fructueuse. Sur le plan footballistique, l'Espagne a permis l'éclosion de certains talents camerounais. À cela s'ajoute la construction d'une école de pêche à Limbé dans la région du sud-ouest et l'aménagement du lac municipal à Yaoundé dans la région du centre. Par ailleurs, l'espagnol est enseigné comme deuxième langue dans les lycées et collèges du Cameroun. Jorge Orrieta quitte donc Yaoundé pour le Chili en Amérique du Sud, où il va désormais servir son pays en qualité d'ambassadeur plénipotentiaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yang, qui va présider demain vendredi dès 15h la cérémonie de remise des médailles au personnel de ses services. C'est au titre de la promotion du 20 mai 2018. Cette cérémonie aura lieu à l'esplanade de l'immeuble Étoile. Heure limite d'arrivée 15h30. C'est signé par le directeur du cabinet, Paul Mingo Gogomo. Le ministère de la Défense va assurer la sécurité sur le barrage de Nachtigal depuis le lancement de ce chantier cette année jusqu'à l'exploitation de l'ouvrage. Une convention sur ce projet de sécurisation était signée ce jeudi par le ministre de la Défense, Joseph Bétia-Somon, et par Olivier Flambard, le directeur général de la Nachtigal Hydropower Company. D'autres précisions sur cette convention avec Pierre Evembe. L'année 2018 verra le début de la construction du barrage et de l'usine hydroélectrique sur le fleuve Sanaga, précisément au niveau des chutes de Nachtigal amont. Il s'agit là d'un projet structurant qui va générer d'importants afflux sociaux et par conséquent des risques de sécurité. D'où la nécessité de la prévention et surtout de la maîtrise des dits risques. La convention de partenariat entre le ministère de la Défense et la NHPC, la Nachtigal Hydropower Company, chargée du dit projet, vise la sécurisation du site de l'aménagement hydroélectrique de Nachtigal amont, de la ligne Nachtigal-Niom 2 et de la cité d'exploitation de NHPC à Batinga dans la région du centre. Les deux parties ont ainsi pris des engagements pour une sérénité sans faille dans la réussite du projet. Les forces de défense et de sécurité, résolument engagées dans la protection du triangle national contre divers périls et menaces, exécuteront cette activité qui s'inscrit du reste dans leur mission fondamentale. Projet Nachtigal amont qui devra être lancé cette année avec une mise en service opérationnelle échelonnée à partir de 2022 d'une puissance de 420 MW couvrira 30% des besoins énergétiques du pays. Pour revenir au conseil de cabinet de ce jeudi, dans les divers de ces débats, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a également fait le point de la situation en ce moment même sur l'axe Edé-Douala, au lendemain de la rupture des 3 bus au lieu dit Pont Bokom Kojofar, c'est non loin de la ville de Douala, conséquence des pluies torrentielles enregistrées ces dernières 72 heures au Cameroun. Je vous propose d'entendre ici le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, au sortir de ce conseil de cabinet de ce jeudi. Nous venons de prescrire le recours
au préfabriqué, c'est-à-dire aux dalles préfabriquées. Cette batterie de pluie s'est effondrée sous l'effet conjugué des pluies diluviennes, mais aussi de l'âge. Le processus de remplacement a été engagé, mais il n'est pas allé aussi vite parce qu'il y avait encore une canalisation qu'il fallait déplacer. Bon, heureusement, la canalisation a été déplacée, alors les actions vont aller un peu plus vite. Nous allons utiliser les éléments préfabriqués et puis l'ouverture à la circulation va se faire aussi très rapidement dès lors qu'un élément provisoire a été mis en place. Le ministre des Travaux publics qui a rappelé la construction en cours des 4... Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas appeler les populations à rester toujours derrière lui et à voter pour lui? C'est le meilleur choix pour nous de la Bumba Ngoko, pour nous de l'Est et pour le Cameroun. Les actes de sollicitude de Paul Biya à l'endroit de la Bumba Ngoko sont nombreux. Maintenant que répondant favorablement à l'appel des populations, il a posé sa candidature à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, l'ascenseur doit lui être retourné. En présence de Valérie Norbert Kwela, préfet du département de la Bumba Ngoko, la base militante et la hiérarchie du parti en ont pris l'engagement. À l'heure actuelle, aucun membre du RDPC, aucun responsable du RDPC n'a de sommeil. Donc il faudrait qu'on mobilise en permanence les troupes pour affronter cette grande échéance. C'est l'occasion de mobiliser toutes les troupes pour qu'aucune voix ne manque à l'appel. C'est à travers une marche fort animée à travers la ville de Okadouma qu'un terme a été mis à ce meeting de remerciements et d'engagement militant. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, vient de boucler sa tournée politique dans la région du Nord. Lors d'un ultime meeting, Maurice Kamto a demandé aux populations en général et aux militants du MRC en particulier de lui donner l'opportunité de changer le Cameroun dans la paix et l'unité. Le 7 octobre, Ousmane Oussanda, à Garoua. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun était porteur de deux principaux messages. D'abord, le professeur Maurice Kamto est venu dire aux populations en général et à ses militants en particulier de ne pas avoir peur d'adhérer à son parti reconnu par la loi. Ensuite, le président du MRC a invité ses militants à lui donner l'opportunité de changer le Cameroun dans la paix le 7 octobre prochain. Pour ce faire, le candidat du MRC à la présidentielle de 2018 compte sur l'électorat jeune, la jeunesse à qui il a promis sortir du chômage. Pour le professeur Maurice Kamto, vu la présence de son parti sur le terrain, le rêve est permis. J'ai trouvé un parti, un MRC organisé et effectivement présent sur le terrain. Cela me rassure. Quand vous voyez un militant en pagne du parti, qui l'a acheté, dans quelle commune reculée, vous savez que le parti est présent. Ça montre qu'il y a un vrai maillage du territoire par le MRC. C'est ça qui nous galvanise et nous conforte dans l'idée que le parti est effectivement en ordre de bataille pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Le professeur Maurice Kamto quitte la région du Nord en demandant à ses militants d'être prêts à surmonter de nouvelles épreuves jusqu'à la victoire finale. Parce que pour le président du MRC, il n'y a pas de grande victoire sans souffrance. Tout à fait autre chose dans le journal pour parler de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite du bois au Cameroun. Le service d'appui aux initiatives locales de développement tenait ce jeudi un atelier à la Chambre d'agriculture à Yaoundé, un atelier pour le lancement de la deuxième phase du projet dit de vérification de la légalité des forêts communautaires. L'intérêt de cette rencontre dans ce reportage de Laetitia Onana, stagiaire. L'exploitation et le commerce illégal du bois au Cameroun demeurent une préoccupation. Pour amener l'orthodoxie dans le secteur, le service d'appui aux initiatives locales de développement, appuyé par le ministère des Forêts et de la Faune, propose ce projet. Ce projet vise à mettre à niveau des forêts communautaires la légalité et à la traçabilité du bois. Il s'agira tout au long du projet d'accompagner les forêts communautaires. Le projet va aussi faciliter le partenariat entre les gestionnaires des forêts communautaires et les demandeurs de la ressource bois. Nous pensons que c'est normal que ce système vienne puisque les APV FLEC nous obligent à joindre ce système
pour pouvoir placer nos bois dans un proche avenir sur le marché local et même sur l'international. 5 forêts communautaires du Fugirfork vont bénéficier du présent projet financé par le programme FAO Union européenne. Beaucoup d'émotions ce jeudi à la cérémonie de levée de corps de son Excellence Vincent Badji. L'ambassadeur du Sénégal en fin de séjour est décédé le 22 juillet dernier, ici à Yaoundé. À l'hôpital général de Yaoundé, de nombreux membres du gouvernement, des chefs de mission diplomatiques accrédités à Yaoundé et une forte présence de la communauté sénégalaise. Le reportage, Laurentine Bekono. Hôpital général de Yaoundé, ce 26 juillet 2018, grand moment de tristesse et d'émotion. La grande famille diplomatique et la foule impressionnante de la communauté sénégalaise, des membres du gouvernement, amis et connaissances, font leurs adieux à un éminent diplomate et ami du Cameroun. Un homme humble, ouvert, prêt à discuter avec tout le monde. Et avant de prendre quelques décisions que ce soit, il était prêt à discuter de tout et de rien. Vincent Badji se retire de la scène. Derrière lui, il laisse l'image d'un homme d'action et de devoir qui aura contribué de manière significative à la consolidation, la diversification et la promotion des liens anciens et fraternels qui unissent nos deux peuples. Je suis très ému de me rendre compte que l'IAI Cameroun est la dernière institution qu'il a visitée avant sa mort. Il y a seulement quelques jours, il était à l'IAI dans le but justement de venir s'approprier des recettes de la réussite de l'opération 100 000 femmes et MIGEF 2035 pour pouvoir implémenter cette même réussite dans son pays, le Sénégal. L'homme qui devait servir son pays au Saint-Siège en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire a pris la direction de la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé avant d'entamer son ultime voyage au Sénégal, son pays natal. Nécrologie encore, il y avait des honneurs militaires rendus en mémoire du gardien de la paix de premier grade, Daouda Kada. Il est mort en service commandé le 18 juillet à Woum, dans la région du Nord-Ouest. Une cérémonie présidée à l'école supérieure de police par le délégué général Martin Bargangele. Le reportage, Philippe Roger Sama. Le cérémonial était presque parfait pour ces instants de déférence à un vaillant élément de la police nationale. Assassiné le 18 juillet dernier à Woum, dans la région du Nord-Ouest, par les terroristes sécessionnistes, la procession funèbre du gardien de la paix de premier grade, Daouda Kada, fait planer une atmosphère de tristesse sur la place de cérémonie de l'école supérieure de police. Ces honneurs militaires sont placés sous la présidence du délégué général Martin Bargangele, en présence du staff stratégique et opérationnel de la Sûreté nationale. Mort en service commandé à l'âge de 26 ans, la reconnaissance de la nation lui est témoignée. Au nom du président de la République, le patron de la police lui décerne la médaille de la vaillance à titre posthume, avec citation à l'ordre de la Sûreté nationale. La sonnerie aux morts couronne la cérémonie. Elle retentit comme un hymne d'hommage au sacrifice suprême du défunt. Le gardien de la paix, Daouda Kada, a servi dans la police pendant 12 mois, 19 jours, au sein du groupement spécial d'opération, où sa courte carrière a brillé le temps d'un instant comme un rayon de soleil. Un artiste a également tiré sa révérence. Jean-Jacques Madiba, technicien baptisé Doigt d'or de la radio au Cameroun, entame le voyage, le dernier pour l'éternité. Décédé il y a 2 semaines, ce virtuose du son sera inhumé ce prochain week-end à Douala. L'évocation de la vie d'un professionnel d'exception avec Serge Pout. Décembre 2017, pour les besoins d'un documentaire sur l'histoire de la radio au Cameroun, une équipe de reportage descendue à Douala sollicite l'éclairage de Jean-Jacques Madiba. Le patriarche ramène les fins limiers au lieu-dit TZF, berceau de la radio, et à l'occasion, il feuillette son carnet mental. Le premier signaux partait d'ici, et c'est ici qu'il y avait les émetteurs. Et puis c'était des signaux militaires.
Vous comprenez, à l'époque, c'est Brazzaville qui dirigeait tout ça là. Et c'est ici qu'il y avait le metteur de 20 kW de onde moyenne. Une moyenne à l'époque. Je crois que c'est l'autre bâtiment où il y avait le 100 kW onde courte. Ouais, ici, il y avait un peu. Là, il y avait un petit émetteur de 1 kW. Jean-Jacques Madiba, c'était la mémoire de la radio. Recruté en 1959 à la Sorafom, la société de radiodiffusion de la France d'outre-mer, dévancière de Radio Cameroun. L'indicatif, c'était Alouette, Gentil Alouette. Pour reconnaître la station dans les années 50, Alouette, Gentil Alouette, Alouette, je te plumerai. Il aura contribué par sa dextérité à donner couleur et voix à la radio, d'abord à Douala, Yaoundé et dans quelques stations provinciales. Dans le registre de ses états de service, on peut citer comme expérience prime sautière l'enregistrement des premiers albums des Bolletins et quelques séances avec Manu Dibango. Ils étaient trois. Il y avait lui qui jouait le xylophone, il y avait un qui était batteur et l'autre qui était guitariste. Donc le trio est venu, alors il s'est arrêté chez son père. 117 Dalo et autres ponceaux sur cet axe Yaoundé-Douala, soulignant que la voie de contournement en cours d'aménagement devrait permettre de fluidifier le trafic. Et de fait, selon nos correspondants sur place à Douala, des équipes travaillent sans relâche jour et nuit sur ce site à l'entrée de la capitale économique où nous retrouvons Léon Bertrand Tanefo. Bonsoir Léon Bertrand, quelle est ce soir la situation sur le terrain là-bas? Deux jours de fortes précipitations, embouteillage monstre, Douala a les pieds dans l'eau. On se croit dans un film avec comme acteur principal d'un pluie qui s'est abattu sur la ville et dont les eaux cherchent le bon canal. C'est la conséquence des constructions anarchiques dans des zones à risque. Les populations sinistrées n'ont plus que leurs yeux pour constater les dégâts et leur matière grise pour trouver des moyens de braver la montée des eaux afin de vaquer à leurs occupations. Voilà le torrent qui a divisé la route en deux. Depuis 2 heures du matin que la pluie tombe. On ne peut pas passer pour aller au travail, nous sommes bloqués. Je ne sais pas ce que je vais dire à mon directeur, je devais aller au chantier. Jusqu'à présent, je suis au niveau de Carrefour Cité, je suis bloqué là. Et c'est le quartier Cité des Palmiers qui paye le prix fort des dégâts. Axe routier inondé, la circulation est perturbée. Naissent alors des nouveaux moyens de locomotion, des véritables engins humains. Nous sommes obligés de mettre un pont et les transporter pour le mettre de l'autre côté de la rive. Ils nous payent pour traverser 100, 200, 300, n'importe combien. On les porte sous le dos pour traverser la rive. Après la pluie, c'est le beau temps, a-t-on coutume de dire. Mais à Douala, ces pluies offrent plutôt des nuits sans sommeil aux populations. Et nous allons maintenant dans la région du sud-ouest, à Limbe précisément, la ville qui se remet progressivement des émotions causées par les inondations et les glissements de terrain de ces dernières 72 heures. Ces glissements de terrain qui ont provoqué le décès de 4 personnes dans cette ville. Les autorités attribuent cet accident au non-respect des normes en matière d'urbanisation. Le gouverneur Bernard Okalia-Bilaï annonce maintenant l'aménagement des sites de recasement pour les familles sinistrées. Nous faisons le point sur place avec Roger Samaki Poro à Limbe. Les pouvoirs publics et les riverains s'activent afin de retrouver 3 ou 4 autres disparus. L'axe Limbe-Manawobe, qui avait été bloqué suite à un autre éboulement, a d'ores et déjà été dégagé. C'est au lieu dit Mangahil, situé dans le 3e arrondissement de Limbe, que le drame s'est produit aux premières heures de la matinée de mardi. Dans ce double glissement de terrain venu du sommet d'une colline, plusieurs habitants ont été avalés par la boue. Ce matin, parce que la maison de notre ami est d'abord cassée, donc il y a un billet qui est son voisin qui a lui secourir. Donc la thèse est couverte à 4. Donc lui, une fille qui est venue passer les vacances avec son deuxième enfant qui a 2 ans, avec le billet. Après, on était là-bas en train de travailler. La thèse s'est coupée pour la 2e fois. On
on était plus de 20. Bon, beaucoup ont fui, les autres qui n'ont pas pu fuir. C'est là où la terre s'est ouverte. 10 blessés arrachés aux décombres reçoivent des soins appropriés à l'hôpital régional de Limbé. Le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay, s'est rendu sur le site pour apprécier la situation et réconforter les sinistrés. À l'endroit des sinistrés, c'est d'abord toutes les condoléances de l'administration du gouvernement et ceux qui sont encore là, que sous la conduite des autorités locales, du délégué du gouvernement, des maires et du préfet, qu'ils libèrent d'abord cet espace. Ajoutons que les pluies diluviennes survenues ces jours derniers ont causé de graves inondations dans une partie de la ville balnéaire. En politique, le sénateur Marie-Claire Mwampea et les forces vives de la Bumba Ngoko dans la région de l'Est disent leur gratitude au chef de l'État Paul Biya pour son oui à leur appel à candidature. La tournée parlementaire du sénateur dans les 4 arrondissements de sa circonscription s'est muée en meeting de soutien à la candidature du président de la République. Retrouvons sur place Georges Alain Eyango. Du simple sympathisant au chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans la Bumba Ngoko, en passant par les militantes et militants, élus du peuple, chefs traditionnels, autorités administratives et élites, ils étaient nombreux, les filles et fils de la Bumba Ngoko, à se retrouver à la place des fêtes de Yokadouma, à l'appel de Mme Marie-Claire Mwampea Mbio, sénateur titulaire RDPC élu et membre du Parlement panafricain. Quand on est heureux, on doit le manifester. J'avais suivi tout à l'heure tous ces fils et toutes ces filles de la Bumba Ngoko qui ont été honorés par le chef de